L'exil de Moïse au Sinaï pose un second problème majeur aux hypothèses communes. En effet, l'image biblique d'un Sinaï, terre sauvage abandonnée où demeurent quelques bédouins, est une image biblique et traditionnelle que les archéologues ont démontré être totalement erronée. Le Sinaï était complètement et totalement contrôlé par l'administration égyptienne, législativement et militairement. Et pour cause, cette région contient la majorité des gisements qui ont fait la richesse minière de l'Égypte durant toute son histoire. Sous le règne de Ramsès II, l'Égypte était au sommet de sa puissance militaire et a toujours exercé un total contrôle sur ces régions. Cet exil devient possible durant le règne d'Akhénaton. En effet, Akhénaton était centré sur ses réformes artistiques et religieuses, mais une certaine nonchalance accompagnait sa régence, rendant possible que le Sinaï fût un temps délaissé. Mais cet exil est encore bien plus crédible dans la démonstration d'Alan Arsman. En effet, durant la période Hyksos, le Sinaï n'était pas du tout soumis aux Égyptiens. Ceux-ci ne contrôlaient plus que le sud du pays. C'est également la seule période de l'histoire d'Égypte où les mines du Sinaï ne furent plus exploitées. Rappelons qu'en toute autre période, il existait en Égypte un gigantesque réseau de routes et fortins destiné aux surveillances des frontières. Ce réseau, appelé voie d'Horus, était parfaitement fonctionnel sous Akhénaton et Ramsès II. Par contre, il n'était pas encore en place au temps des Hyksos, puisqu'il est né en réaction aux invasions de ceux-ci. Examinons maintenant la crédibilité du pharaon en lui-même. Ramsès II pourrait-il correspondre aux informations bibliques qui nous sont données quant au pharaon en place au temps de Moïse? La Bible le précise. Le pharaon et sa cour sont à Goshen, où résident pareillement les Hébreux. Or, comme l'immense majorité des pharaons égyptiens, le palais de Ramsès II était à Thèbes, et pareillement sa cour. Toutefois, les travaux effectués sur les sites de Pi-Ramsès durant son règne pourraient avoir réclamé la présence durable du monarque en cette ville. Or, Pi-Ramsès est en plein cœur de Goshen. L'identité semble donc possible sur ce point. Toutefois, la Bible nous donne un second important indice concernant l'identité des pharaons présents en ces textes. Elle affirme que le second pharaon, celui auquel s'adressa Moïse, est monté sur le trône alors que le précédent pharaon et toute sa cour sont tous morts d'un seul coup. Le mot massacre n'est pas utilisé, mais il est bien question de mort commune et soudaine de toute la faction dirigeante. Ces phrases ne peuvent en aucun cas se comprendre comme la commune passation de pouvoir intra-dynastique. Il y a donc une cassure entre les deux pharaons, voire même un changement de dynastie. Freud a lui-même longuement appuyé cette idée. Or donc Ramsès II est le fils de Séti Ier, lui-même fils de Ramsès Ier, des pharaons appartenant tous à la même lignée et s'étant communément passé le pouvoir sans aucune révolte ou aucun pareil bain de sang. Son époque ne correspond donc pas aux données bibliques sur ces points. Akhénaton pourrait-il être le pharaon décrit dans la Bible? En tout cas, à l'inverse de tous les autres pharaons égyptiens, son trône n'est pas à Thèbes. Pour fuir l'influence des cultes thébains, ce réformateur s'est jadis fait construire une nouvelle cité, Akhétaton, où il a centralisé l'administration égyptienne et a placé sa cour. Cette cité reste néanmoins très loin de Goshen. Elle ne permet pas de justifier la présence royale durablement affirmée dans la Bible. Par contre, il y eut bien un grand massacre à la fin de son règne, rendant crédible le motif biblique d'une cour royale entièrement détruite. Toutefois, s'il faut considérer le massacre d'Akhétaton comme celui décrit dans la Bible, s'en conclurait que le pharaon suivant, celui qui affronte Moïse, serait en fait le célèbre pharaon Toutankhamon qui est monté sur le trône à l'âge de 10 ans à peine. La chose n'est pas impossible, mais elle reste très peu probable aux yeux du texte, le pharaon qui affronte Moïse ayant lui-même un enfant. Concernant le pharaon au pouvoir, l'hypothèse d'Alan Arsman offre plusieurs points de crédibilité inédits. Elle permet en effet d'aisément expliquer la présence du pharaon à Goshen. Goshen est en effet la région d'Héliopolis au centre de laquelle se trouve la ville d'Avaris, capitale des Hyksos. Durant cette période, tous les pharaons Hyksos avaient leur trône à Goshen. Ensuite, en positionnant l'histoire en fin de cette période intermédiaire, on trouve bel et bien un changement complet de dynastie et plusieurs grands massacres, pouvant se corréler aux données du texte. Le pharaon qui ordonne les meurtres d'enfants serait donc Kamoudi Apopi, le dernier pharaon de la dynastie Hyksos. Et le nouveau pharaon auquel Moïse s'adresse serait alors le grand roi Ahmosis Ier, le vainqueur des Hyksos, le fondateur de la 18e dynastie, le premier roi du nouvel empire égyptien. Une cinglante aura qui colle fort bien aux personnages présents dans le texte. Concernant le passage des 10 plaies d'Égypte, il faut d'abord constater une évidence. Ce texte est truffé d'exagération et d'emphase littéraire. Ceci n'est pas une opinion, c'est un fait, que l'on peut aisément déduire du texte lui-même. En effet, il est clairement écrit que dès la 6e plaie, une peste mortelle détruisit tout le cheptel des Égyptiens. Or, force est de constater que c'est bien là une exagération, car le texte précise aussi que le bétail mourut à nouveau lors des ulcères de la 7e plaie, et qu'il trépassa une 3e fois lors de la grêle de la 8e plaie. Enfin, les premiers du bétail expirèrent une 4e fois lors de la 10e plaie, afin de clore leur destin multiplement funeste. Mais, même lorsque l'on tient compte de ces emphases manifestes, il reste impossible de corréler les 10 plaies à des événements historiques survenus durant le règne de Ramsès ou d'Akhénaton.
Aucun épisode de la vie de ces deux monarques ne fait la moindre référence à un quelconque événement similaire. Par contre, si l'on accepte de positionner l'Exode en fin de période Hyksos, un événement historique notoire se prête alors à un parallèle des plus cinglants. Au début de son règne, Ahmosis Ier eut à subir une tempête absolument formidable. Une tempête qu'il décrit dans ses textes comme imposant au pays des conditions climatiques inédites, telles qu'il n'y en eut jamais dans tout le pays depuis qu'il existe. Des termes qui ressemblent à s'y méprendre à ceux de la Bible. Et cette tempête ravagea complètement Thèbes et le sud du pays, où se tenait alors l'armée d'Égypte. Mais elle épargna complètement les positions nordiques où se tenaient les Hyksos et leurs alliés sémites, se prêtant donc à un parfait parallèle avec l'affirmation répétée de la Bible comme quoi les peuples et le bétail du nord étaient épargnés. Quant à l'Exode elle-même, à savoir l'exil soudain de centaines de milliers de Sémites fuyant l'Égypte pour Canaan, c'est ici le point le plus contesté de tous. Les archéologues n'ont de cesse de le crier. Il n'y a aucune preuve archéologique d'un quelconque exode massif dans les horizons archéologiques du bronze récent et du fer, couche qui correspond aux époques des hypothèses communes. Pareillement, aucun exode massif de Sémites ne semble avoir existé durant le règne d'Akhénaton. Aucun texte n'en parle et aucune trace archéologique n'existe. Par contre, il y eut bien un exode massif de Sémites en fin de période Hyksos. Le peuple Hyksos a en effet fini par quitter l'Égypte et rejoindre Canaan, en emportant avec lui ses anciens alliés. Cet exode-là est historique. Et l'a toujours été. Cet exode-là est décrit dans la littérature égyptienne et fut toujours considéré comme réel. Et cet exode-là est également attesté par l'archéologie, qui, en ses horizons du bronze ancien, a toujours occasionnellement trouvé des preuves de cette migration historique. Il y a encore de très nombreuses correspondances qui peuvent être établies entre le texte biblique et l'époque Hyksos. Alan Hartzman en prodigue une lecture complète et argumentée dans son livre. En analysant toutes les données calendaires de la Bible, il parvient même à en tirer des dates précises qui se corrèlent aux événements historiques connus pour ces époques. Nous commenterons ce point dans un prochain reportage. Merci à vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.